Salut tout le monde. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans. Je prétends pas être un expert ou quoi que ce soit. Moi, l'idée de ma présence ce soir, c'est vraiment de pouvoir juste partager mon expérience et donner les réponses que je pourrais vous donner, parce que j'aurais probablement pas les réponses à toutes les questions. Mais en tout cas, pouvoir éventuellement donner un petit coup de pouce, parce que moi, j'ai eu des coups de pouce dans mon parcours et quand j'ai des problèmes, j'aime bien avoir des gens qui veulent bien me donner des coups de pouce. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que je suis ce soir. Moi, je suis ingénieur géologue de formation. Donc, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le domaine des ouvrages souterrains. Et suite à, on va dire, une prise de conscience de l'importance de l'alimentation sur la santé via des problèmes de santé de ma chère maman, j'ai eu une prise de conscience sur ce domaine-là, de l'alimentation, de la nutrition, de la physiologie, comment notre organisme fonctionne et pourquoi, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, on a de plus en plus de gens malades et dépendants en fin de vie. Et donc, une passion est partie de là. J'ai commencé dans les pas de ma mère, à commencer à me faire des jus de légumes et de fruits à l'époque où on ne parlait pas encore d'extracteur de jus, du kéfir à la maison, du kombucha à la maison. Et petit à petit, en parallèle du travail, je me suis formé un petit peu sur de la naturopathie, sur de la micronutrition. Et à un moment donné, avec François, un autre copain géologue, on a eu envie de, voilà, de mettre un peu les convictions personnelles au premier plan en changeant de métier et en essayant de, par ce qu'on fait au quotidien, de promouvoir une alimentation un petit peu plus saine et un peu plus responsable. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Jubile, qui maintenant s'appelle Biomère. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie on va dire, de démocratiser, de populariser une boisson fermentée à base de thé qui s'appelle le kombucha, en proposant des boissons qui soient, on va dire, un peu moins clivantes et plus consensuelles pour que des personnes qui boivent des sodas ou de l'ice tea ou des choses assez sucrées puissent trouver une alternative plaisante et pas être uniquement sur une proposition d'alicament comme ça a été souvent le cas avec le kombucha et comme ça l'est encore chez certains de nos concurrents. Il en faut pour tout le monde, mais on avait vraiment envie de, voilà, de populariser ça comme ça, parce que quand j'ai vu le changement d'alimentation chez ma mère notamment, c'est aussi passé par la notion de plaisir. Et je pense que l'accessibilité et le plaisir dans l'alimentation, c'est central. Et si on se met à manger quelque chose ou boire quelque chose qui est bon pour la santé, mais qu'on grimace à chaque fois, ça va marcher une semaine ou 2 semaines. Et puis après, on va arrêter, quoi. Donc, la notion de plaisir, faire quelque chose qui soit bon pour la santé, et puis essayer de le faire de la manière la plus cohérente possible. Donc, on a notamment un agrément ESUS, donc entreprise solidaire et sociale, et on a aussi un label de RSE qui s'appelle Bio-entreprise durable, qui est le label de RSE qui est porté par le Synabio. Et donc l'idée, c'est que sur le référentiel de l'ISO 26000, sur les 6 axes que sont la gouvernance, les ressources humaines, l'empreinte environnementale, les pratiques commerciales, la santé, la naturalité des produits et l'ancrage territorial, on va mettre en place des indicateurs, des méthodes d'amélioration continue pour essayer de faire des choses toujours plus poussées dans ces domaines-là. Donc aujourd'hui, on a 2 marques, une marque en réseau bio et une marque en grande distribution. Et ça fera 5 ans qu'on existe cette année. Donc on a déjà pu s'implanter dans pas mal de magasins. Il nous reste encore beaucoup de travail. Et la petite particularité, c'est qu'on maîtrise l'outil de production. Donc, on a pas mal d'investissements, des équipes, un local, ce qui fait que le seuil de rentabilité, il est assez loin par rapport à des gens qui vont sous-traiter la fabrication, par exemple, qui auront des marges commerciales plus faibles, mais qui n'ont pas toutes les équipes de production, les locaux, les investissements et tout ce qui va avec. On voulait vraiment avoir ce savoir-faire en interne parce que notamment mon compère François, lui, c'est quelqu'un d'assez bricolo et que ça lui allait bien aussi de s'occuper de cette partie. Puis c'est vrai que c'est assez intéressant comme boisson, arriver à finalement faire vivre ces micro-organismes en symbiose selon une manière qui nous arrange bien et qui convient d'un point de vue organoleptique, produit, conservation, c'est des choses qui sont assez complexes. Donc c'est vrai que c'est un beau projet et on en apprend tous les jours. Donc voilà, j'avoue que c'est ce que j'avais expliqué à Adrienne. Moi, je suis vraiment là pour plutôt filer un coup de main. Honnêtement, j'avais pas du tout le temps de faire une présentation ou quoi que ce soit. Donc je préfère plutôt qu'on puisse échanger directement sur vos problématiques, sur des questions et parler comme ça des différents sujets plutôt que de faire un truc assez vertical, professeur, étudiant. Enfin bon, je préfère ce genre de fonctionnement.
Ouais, carrément. Merci beaucoup, Antoine. Moi, j'ai une question peut-être pour Ouais. démarrer. Du coup, c'est vous-même qui produisez où est-ce que vous produisez et comment, Ah enfin, oui. quelles ont été un peu les difficultés que tu as pu rencontrer dans les débuts? Nous, bah, on fabrique en région parisienne. Donc, bah, comme toute personne qui veut se doter d'un outil de production, bah, ça nécessite des investissements. Donc, forcément, quand on veut. Alors, nous, on a été vraiment comment dire, à utiliser vraiment au maximum tout le matériel qu'on peut utiliser. Et quand vraiment ça devient trop fastidieux, que ça demande beaucoup trop de temps, on fait des investissements et on passe à l'étape d'après, quoi. Donc, c'était vraiment partir du manuel, puis du semi-auto et y aller très progressivement parce que c'est souvent des choses assez coûteuses. Et qui dit choses coûteuses dit emprunt. Et c'est toujours difficile d'avoir bah, des emprunts bancaires quand on a peu de chiffre d'affaires. Et ça passe généralement aussi par des levées de fonds, des prêts d'honneur, ce genre de choses. J'imagine qu'on y reviendra un petit peu parce que ça passe beaucoup par là. Mais les difficultés, c'était trouver un local qui corresponde à nos besoins parce que bah, on n'a pas besoin d'avoir 800 mètres carrés et dès qu'on veut des choses qui sont un peu petites et un petit peu adaptées, en fait, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc c'est assez compliqué. C'est bah, du recrutement, hein, trouver des gens pour produire avec nous. Et c'est trouver les emprunts, les partenaires bancaires qui sont à même de nous accompagner sur ces différents investissements, malgré le fait qu'on soit une start-up et que donc on ait un petit peu de chiffre d'affaires, mais qu'on ne soit pas vraiment installé, quoi. Donc, bon, je pense que je n'ai pas trop envie de rentrer plus dans le détail pour le moment, sauf s'il y a des questions, parce qu'après, bon, c'est assez propre à chaque outil de production, ça dépend de quoi on a besoin. Enfin, c'est très spécifique à chaque activité, quoi. Et alors, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent, notamment sur la levée de fonds, mais il y a aussi une question, du coup, peut-être on reviendra aussi là-dessus plus tard, mais Pierre qui nous parle de la pertinence de cumuler deux circuits qui, pour lui, sont antagonistes, donc les épiceries, la grande distribution. Est-ce que, Pierre, tu peux nous dire pourquoi ça te paraît antagoniste et les questions que tu te poses En termes de valeur, je pense. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, nous vendons, enfin, nous récupérons des fruits et légumes dans les supermarchés, des Leclerc et des Carrefour, et on vend exclusivement sur des épiceries pour l'instant. Et quand on discute avec les épiceries et on leur dit que peut-être on va vendre chez Leclerc et Carrefour, qui eux sont intéressés par ça, ils nous disent ah ben non, si vous êtes distribué en grande surface, nous on arrête notre partenariat. Oui, Pour des questions d'image, pour des questions de coût, on est fin de le prix. grand classique. Voilà. Ouais, bah, en fait, la difficulté, c'est sûr que si vous faites deux circuits, eh ben, il vous faut deux marques, en fait. C'est parce que bah, forcément, je me mets à la place des épiceries fines qui ont quand même, bah, surtout dans le contexte actuel où on voit que on va dire les enseignes résistent bien, mais tous les petits indépendants ou les gens comme ça ont quand même plus de mal à traverser la crise du Covid et ce qui se passe actuellement. L'année dernière, c'est la première année où le bio stagne, voire diminue un petit peu, alors que ça faisait des années et des années qu'on était à plus 15, plus 20% tous les ans. Donc c'est sûr que eux, si vous avez exactement le même produit chez Leclerc, il va sortir deux fois moins cher que chez eux. Donc ils se disent, bon, bah, et en plus d'un point de vue image de marque, donc je comprends tout à fait leur réflexion. Il faut se mettre à leur place aussi, mais donc ça veut dire que si vous voulez travailler en grande distribution, alors le, il y a les mêmes questions qui se posent hein, sur réseau bio et grande distribution, parce que moi, je pars du principe que au début, j'avais des idéaux comme tout le monde. Je me disais, non, non, je vais faire qu'en réseau bio, c'est ce qui correspond à mes valeurs, etc. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, ben, on se rend compte qu'il y a aussi une réalité économique, qu'il faut ben, faire du volume pour rentabiliser, etc. Donc, on met un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, et c'est sûr qu'on a dû créer une deuxième marque avec des packagings différents, des contenants différents, une identité visuelle différente. Et après, en fonction bah, des collaborations, des contrats que vous avez avec certaines enseignes ou épiceries ou centrales d'achat, ben, peut-être que ça peut être aussi des produits différents. Donc après, ça dépend de ce que demandent les différentes personnes. Mais à un moment donné, Ouais. il faut aussi leur expliquer que vous, si vous vendez que aux épiceries, ben, en fait, dans 6 mois, vous êtes au chômage, quoi. Après, la complexité, c'est que nous, on a une valeur ajoutée qui est très forte, puisqu'on fait, on est une entreprise solidaire et anti-gaspi. Ouais, top, Et bravo. on, D'ailleurs, bah, c'est bien, j'en ai vu qu'il y en a plusieurs et on dans aimerait bien l'événement, là. pouvoir parler en fait de cet avantage sur nos produits, mais si on a deux marques différentes qui parlent du même projet, les gens vont quand même faire le lien.
Oh, oui, mais en fait, enfin, je suis pas sûr. Vous croyez vraiment que la personne de l'épicerie ait l'accès à faire d'aller regarder Leclerc, qu'est-ce qu'ils se vendent, etc. Honnêtement, j'en suis pas. Bon. Moi, j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça. Bon, c'est sûr que c'est toujours, comment dire, c'est toujours un peu, je trouve pas le mot, un J'avais sujet hésité, moi. délicat. Voilà, c'est Ouais. toujours délicat à gérer, forcément. Après, si vous jouez le jeu d'avoir deux contenants différents, deux marques différentes, il y a un moment, bah, soit les épiceries elles sont capables vraiment de vous faire beaucoup de volume et de vous faire vivre, soit il y a un moment donné, ben, peut-être que ce ne sera pas l'épicerie et le bon réseau et que en fait, en allant en grande distrie, vous gagnez, enfin, vous en sortirez mieux, quoi. Après, quand il faut être transparent et leur expliquer, je pense que les gens, ils sont capables d'entendre aussi. Ou alors, des fois, malheureusement, il faut peut-être ne pas le dire, le faire, Mhm. mais ne pas le dire parce que ça dépend, en fait, ça dépend au cas par cas, comment vous sentez, comment vous entendez avec l'acheteur. On fait souvent visiter notre atelier, donc Oui. Ouais, bah, je vois très bien, on a été confronté au même cas. Donc, nous, dans notre cas personnel, on l'a fait, on sait qu'on marche sur des œufs, donc on l'a fait sans le dire, quoi. Après, ça s'est retourné. Enfin, j'aime pas non plus ça parce que, ben voilà, c'est aussi bien d'être transparent avec les différentes personnes avec qui on travaille, mais en même temps, ils te demandent de la transparence et en même temps, vous sentez bien que le jour où vous leur dites que vous avez une deuxième marque, vous allez vous faire tirer les oreilles et potentiellement déréférencer. Donc, c'est pas évident à gérer. Clairement, c'est assez délicat, mais bon, il faut bien peser le pour et le contre. Et puis à un moment donné, ben, faut y aller, quoi. Enfin, Du coup, vous, aujourd'hui, vous avez deux marques, donc ouais. Picard Après, on est et... beaucoup plus présent en réseau bio, Ok. parce que c'est le réseau de base. Bon, même de toute façon, sur le marché du kombucha, c'est aussi là pour le moment qui est la plupart du chiffre d'affaires, même si en grande distrib, ça commence un petit peu à démarrer. Mais après, c'est juste qu'ils demandent deux stratégies différentes, quoi. Donc voilà, quel est le réseau principal que vous voulez viser? Qu'est-ce que vous allez mettre comme moyen d'un point de vue commercial, d'un point de vue communication, d'un point de vue développement de produits, etc., quoi. Mm. Faut juste pas y aller la fleur au fusil et savoir avoir un peu une stratégie pour les deux réseaux, quoi. Et justement, là-dessus, il y a pas mal de questions sur la stratégie commerciale. Toi, au début, comment est-ce que tu t'y es pris pour aller taper à la porte de ces distributeurs? Est-ce que tu as choisi un en premier? Est-ce que tu as joué sur plusieurs fronts en parallèle? Il y a Azem qui remarque, qui demande en effet s'il y a des coefficients de négociation différents et comment bien négocier avec les grands distributeurs. Est-ce que tu peux Ouais, nous... moi, honnêtement, j'ai plus de retour d'expérience à faire sur le bio parce que pour nous, la grande surface, c'est quand même un peu plus récent et on n'est pas très développé dedans, quoi. Mais après, oui, oui, bah, de toute façon, c'est comme tout. Si vous voulez avoir une chance qu'il y ait une porte qui s'ouvre, il vaut mieux aller taper à 10 portes, hein, parce que si vous allez taper à une, le jour où elle vous dit non, bah, voilà, faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est sûr que pour moi, enfin, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme souvent avec le bâton de pèlerin. Au début, on a fait du direct, on est allé voir tous les restos, tous les épiceries, tous les magasins bio à côté de chez nous, en expliquant ce qu'on faisait, en expliquant où on le faisait, comment on le faisait, les valeurs, etc. En rentrant voilà, dans 10, 15, 20, puis 30, puis 40, etc., etc. Et c'est souvent par le terrain que ça se passe parce qu'une fois que vous êtes dans pas mal de magasins, vous avez un peu de visibilité. Les distributeurs qui passent, ils vous voient dans les rayons. Ça commence à faire parler un peu. Et puis le jour où vous allez toquer à des distribs, bah, ils auront peut-être entendu parler de vous et ils seront peut-être plus ouverts à discuter et voir si éventuellement il y a des choses à faire. Après, ça dépend beaucoup de est-ce qu'il y a de la concurrence, pas de la concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence, comment vous vous différenciez des autres? Enfin, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Donc c'est pareil, c'est difficile de répondre de manière générique, quoi. Mais moi, j'aurais tendance à dire, faut taper un peu à toutes les portes. Après, ce qui est compliqué sur les marges, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes, que toutes les enseignes ont des fonctionnements différents, ont des politiques commerciales qui sont différentes. Donc, il n'y a pas de règle où on dit, bah, la marge, c'est tant, quoi. En réseau bio, c'est hyper différent, quoi. Typiquement, du Naturalia, ça va fonctionner. Enfin, moi, je suis en frais. Donc du Naturalia, ça va fonctionner en flux tendu, alors que du Biocop, ça va fonctionner en flux stocké. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vous passer des commandes, ils auront un stock, ils vont expédier dans les Biocop, et quand ils n'ont plus de stock, ils vous passent une commande chez Naturalia. En fait, les magasins, ils passent commande, et toutes les semaines, vous avez une commande qui tombe, qui est directement la commande des magasins. Ça passe par une centrale qui ensuite va distribuer, mais eux, ils font pas de stock, quoi. Et donc chacune
Bio, c'est bon, Sobio, aujourd'hui, ils passent par Pronadis, qui est un distributeur de produits bio. Et donc, si vous voulez bosser avec eux, en fait, il faut rentrer chez Pronadis. Donc après, chaque enseigne va avoir un mode de fonctionnement différent. Et c'est vrai que c'est souvent là que c'est compliqué. Il faut savoir, en fait, mais ça, c'est du réseau, des gens plus avancés que vous qui sont capables de vous donner des contacts et de vous dire comment ça fonctionne pour aller toquer aux bonnes portes, quoi. Après, sur les coefficients de marge, oui, en fait, c'est assez variable, mais globalement, le truc qu'il faut garder en tête quand on démarre, c'est que là, vous allez peut-être aller vendre à des magasins en direct. Le magasin, alors en fonction des produits, il va prendre entre 25 et 35, peut-être même 40% de marge. Donc, vous allez lui faire un prix. Après, il faut juste penser que le jour où vous allez passer par un distributeur ou par une centrale d'achat de l'enseigne, la centrale d'achat, elle va elle aussi prendre sa marge pour pouvoir fonctionner, ce qui est logique. Et donc, il faut garder sous le pied 20-25% en plus par rapport au prix que vous allez faire en direct, parce que sinon, le jour où vous allez passer par un distributeur qui va prendre sa marge, en fait, vos produits vont sortir plus chers par le distributeur que vous en direct. Donc, les magasins, ils n'auront aucun intérêt à passer par le distributeur puisque vous êtes moins cher en direct. Donc, ça, c'est des choses où c'est vrai que quand on démarre, on ne connaît pas forcément tout ça. En termes de stratégie commerciale, il y a une politique commerciale à mettre en place avec une charte tarifaire, quel prix vous allez faire en direct, quel prix vous allez faire au distributeur, parce qu'entre les deux, lui, il a besoin de sa marge, il va avoir un entrepôt, il va avoir des commerciaux, il va avoir des frais de livraison, etc. Et tout ça, forcément, il faut qu'il le rentabilise et lui, il va faire une petite marge supplémentaire dessus. Donc, en gros, entre vous et le point de vente final, si vous êtes en direct, il n'y a que le magasin qui prend sa marge. Si vous passez par un distributeur, il va y avoir la marge du distributeur entre vous et le magasin qui lui-même va prendre sa marge et avant d'arriver au consommateur, quoi. Donc, avec une centrale d'achat ou un distributeur, ouais, en gros, il va falloir prendre le distrib, il va prendre 20, 25, des fois 30% de marge et le magasin, il va reprendre 30% de marge, quoi. Donc, il faut bien le garder en tête, quoi. Si vous prenez que les 30%, vous vendez en direct, le jour où vous allez passer en centrale ou en distributeur, ça va vous faire tout drôle. Et alors, on a une question de vie. Est-ce que ça vous arrive de faire du dépôt-vente? Donc, si j'ai bien compris, dépôt-vente, ce que tu appelles, c'est de récupérer les invendus après derrière. Et vous êtes Ouais, dépôt-vente, c'est souvent. Nous, on a la particularité, le kombucha, d'avoir un produit qui a une DDM, c'est des dates assez longues. Donc, on n'est pas sur de l'ultra frais avec du 1 semaine, 2 semaines, où là, effectivement, les magasins sont probablement beaucoup plus frileux et peuvent peut-être avoir ce genre de demande. En gros, ok, je veux bien essayer, je vous prends vos produits, mais si dans 2 semaines, j'ai des produits sur les bras, vous les reprenez, quoi. Nous, ça nous est pas trop arrivé parce qu'on a un produit qui s'y prête pas trop, mais oui, je pense que c'est le genre de choses que demanderaient les magasins, en tout cas sur des produits qu'ils connaissent pas ou un peu risqués avec des dates courtes, quoi. Ça dépend pareil, ça dépend des produits. Si on fait de l'épicerie, qu'on a des dates longues, je pense que les risques de casse et de perte, ils sont beaucoup moins importants. Donc, je pense que ça peut se présenter en frais, quoi, sur un circuit frais où on a des dates plus courtes. Ah, alors Effectivement. apparemment, Vie a le problème, c'est qu'elle a un produit avec une longue date et pourtant le magasin ne veut faire que du dépôt-vente. Alors, elle fait quoi déjà? Alors Vie, est-ce que tu veux nous prendre la parole? Elle est effectivement en phase de négo et c'est compliqué. Ah Ouais, oui, c'est le oui, café. c'est de la purée anti-gaspi. Ah, Donc en ok. fait, j'ai une DDM à peu près de 2 mois là. Aujourd'hui, je la vends comme ça. Et là, je suis en pleine phase de négociation. Il veut faire que du dépôt-vente En phase de négo avec qui? avec un Intermarché. D'accord. Ah oui, ok, c'est de la GMS, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai beaucoup plus de. Enfin, la principale activité pour nous, c'est le réseau bio. Donc, la GMS, j'avoue que Mm. je suis moins au fait là-dessus. Après, j'ai envie de dire malheureusement, parce que là, vous êtes parti sur de la grande distrib. Pourquoi? C'est parce que c'est l'opportunité qui fait ça ou... Parce qu'en fait, c'est là où je récupère mes invendus et le magasin voulait absolument revendre, enfin reprendre les produits, enfin les revendre dans son magasin pour faire l'économie circulaire, quoi. Ouais, sauf qu'il veut faire de l'économie circulaire, mais c'est vous qui payez les pots cassés, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. Donc, c'est pas vraiment de l'économie circulaire, du coup. Mhm. Elle n'est Ouais, pas ouais. elle est pas très C'est qu'à son circulaire, son avantage. économie. C'est qu'à son avantage, quoi. Ça. Ouais, bon, après, je ne sais pas où vous en êtes, etc. Mais vous avez déjà aussi tapé à d'autres. Vous êtes dans quelle région? Melun, Ok, donc Seine-et-Marne. région parisienne, quoi. Oui. Parce qu'après, je pense que cette démarche, elle peut beaucoup. Enfin, les magasins bio, ils sont assez friands de ce genre de démarche, hein. Mhm. En plus, en local, maintenant, entre du Naturo, du La Vie Claire, du Biocoop, du Bio C'est Bon, etc., vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins.
Moi, j'irais bien à votre place toquer, au moins aller voir certains magasins bio pour voir quelle est leur réaction, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, si vous avez vous commencez, c'est votre premier magasin, vous avez l'impression de jouer votre vie, donc vous allez peut-être être prêt à faire des choses qu'il faudrait peut-être pas faire. Bah, c'est ça, oui. Bah oui, c'est normal, on est tous passés par là. Mais ouais, à votre place, bon. Après, j'ai envie de dire, ça n'empêche pas de le faire, ça vous permettra de tester. Enfin, j'ai envie de dire, le faire dans un Intermarché, pourquoi pas. Faut pas que ça devienne la La normalité. règle. Ouais, ouais. Mais faites-le, vous verrez bien. Si ça se trouve, ça va vachement bien marcher. Et puis la deuxième commande, il vous en parlera même plus. Et puis c'est parti, quoi. Mais moi, j'irais bien toquer à votre place quand même. Les magasins bio, aujourd'hui, ce genre de démarche, ils sont quand même assez friands. Donc ouais, moi, à votre place, j'irais quand même voir à Melun, je ne sais plus trop ce qu'il y a, mais il y a un peu tout. Il y a des Viclair, il y a des natureux, il ne doit pas y en avoir très très loin. Ouais, Naturéo, je suis allée voir, en fait, ils me disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de fruits gaspillés, enfin, de fruits invendus, etc. Donc, Ah oui, mais après, sans parler de. Vous pouvez récupérer les invendus. Ah oui, mais parce que chez Inter, vous ne récupérez pas du bio, c'est ça? non, pas que du bio, non. Oui. Oui, effectivement, ça va être là le sujet. Ah, bon, il faut trouver de la masse en bio, C'est ça. en récup de bio. Mais du coup, ça devient un autre sujet, effectivement. C'était Ouais. pas. Du coup, ma réponse est assez bête, parce que j'étais parti du principe que vous étiez en bio, mais en fait, non. Non, non, non. Et le fait de toquer à d'autres enseignes, c'est pas une réponse bête. C'est au contraire, je pense, la chose à faire. Ouais, mais bon, le premier sujet que vous allez avoir, c'est comment massifier vos entrées pour pouvoir produire, quoi. Mm. Donc là, oui. Et chez Inter, vous récupérez que du bio ou vous récupérez un peu de tout? Un peu de tout et en grande quantité, hein. Donc, Ouais, ouais. Et c'est un seul magasin. Donc, potentiellement, il me présenterait à d'autres magasins. ouais, ouais. Donc, c'est pour ça Après, que. potentiellement, vous pouvez aussi aller toquer à d'autres magasins comme une grande, hein, vous n'avez pas besoin de lui. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Enfin, là, vous êtes au début, donc franchement, aller toquer un max de monde, aller voir du Leclerc. Franchement, ce genre de démarche aujourd'hui, c'est quand même les choses qui portent. Les magasins, ils peuvent communiquer dessus et tout. Les consos, ils adorent ce genre de démarche, c'est ce qu'ils attendent aussi. Donc, moi, à votre place, j'irai toquer un max de portes pour avoir. Parce que là, si vous avez qu'une propos, forcément, c'est difficile de négocier, quoi. Bah ouais. Si Ouais, vous avez un Leclerc qui vous dit non, non, moi je vous les prends pas de problème, si vous dites ça à l'Inter, peut-être il voudra les prendre finalement sans dépôt-vente, quoi. ouais. Et Antoine, Donc, moi j'ai une petite question par rapport au prix au début. Quels sont les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui n'ont pas encore entamé des phases de négociation et qui, du coup, est-ce que tu conseillerais de proposer tout de suite un prix beaucoup plus élevé que ce que tu veux négocier à la fin? Pour ah toi, oui, bah oui. c'est quoi Bah, c'est le principe du négo, hein. De toute façon, il ne va jamais vous augmenter le prix. Ça, c'est sûr. Non, mais du coup, Non, à bah quel après, point plus haut? beaucoup plus élevé, non. Après, le premier truc pour moi, c'est déjà comme je disais tout à l'heure, quoi, de bien anticiper les différentes marges. Parce que c'est toujours pareil au début. Moi aussi, hein, j'ai produit, je faisais les livraisons moi-même, je faisais tout moi-même. Donc, en fait, je n'intégrais pas forcément les coûts des livraisons, de la préparation de commandes, etc. Sauf que ça, c'est un modèle qui n'est pas viable à long terme. Donc, il faut essayer de se projeter à long terme comment fonctionnerait votre entreprise et d'intégrer dedans déjà le fait que vous allez avoir des frais de livraison, que vous allez peut-être devoir externaliser, faire préparer les commandes par d'autres. Enfin, je ne sais pas, surtout ça, enfin, je pense surtout à ça. Et penser à tout ça. Et ensuite, penser que si un jour vous voulez une centrale ou un distrib, il faut leur laisser de quoi vivre quoi, dessus parce que eux, ils vont faire le travail et ils vont marger un peu, quoi. Donc, classiquement, je dirais, le premier truc, c'est regarder la concurrence, à combien elle sort. Ça, c'est le premier truc à faire, forcément. Et le deuxième truc, c'est par rapport à vous, vos coûts, etc., essayer de se projeter un petit peu quand il y aura un petit peu plus de volume, quand vous aurez des frais de livraison, etc., et bien anticiper le fait que il faudra laisser 25% à un distrib ou à une centrale, plus la marge du magasin. Donc en bio, ça va être 30-35. En GMS, ce sera peut-être un peu moins, 25-30. Ça dépend des mags, ça dépend des enseignes, etc. Mais déjà, ça vous donne une bonne idée de ce que va attendre la personne en face de vous, quoi. Et Et par puis après, rapport ça dépend des enseignes. Vous allez voir un Monoprix, l'image de marque n'est pas la même. Ils vendent plus cher que si vous allez voir un Leclerc ou un Lidl, quoi. Donc ça dépend. Il faut aussi savoir s'adapter, quoi. Ok, donc Donc tu le premier donnais, truc, je tu donnais dirais, des allez vous préférences. balader dans les rayons de l'enseigne avec qui vous allez papoter, regarder des produits équivalents à combien ils sont vendus et essayer de voir si vous êtes capable de vous aligner. Et si vous êtes au-dessus, bien préparer son argumentaire produit sur la démarche, sur tout ça. Bon, tous les gens qui sont ici, je pense qu'ils ont une démarche plutôt vertueuse, sinon ils ne seraient pas à des webinaires de Make Sense. Mais donc voilà, après, il faut
il faut l'expliquer. Mais bon, vu le contexte, clairement, la démarche, ils aiment bien ça, mais ils aiment bien la démarche au même prix, quoi, généralement. Mais donc c'est compliqué. En ce moment, c'est pas le meilleur timing pour démarrer, quoi, clairement. Mais Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de faire toi-même de la mise en rayon? Parce que j'ai vu ça dans un documentaire que ça m'a ah assez oui, bien impressionné. sûr. Bah, en fait, c'est plus que enfin, nous, on le fait parce que c'est un moyen assez facile. Bon, déjà, il faut demander la permission au magasin, etc. Mais quand tu visites un magasin, que tu as un linéaire qui est clairement pas terrible et que tu vas avoir un beau linéaire avec des bouteilles bien implantées, etc., le nombre de facing qui va bien, ta petite PLV qui va bien, etc., bah, en fait, si tu veux être sûr que ce soit bien fait, bah, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses, quoi. Au moins, tu es sûr que tu auras les produits où tu veux. Donc, il faut juste en parler avec le magasin, avec le respo, avoir son autorisation, savoir ce que tu as le droit de faire, le droit de ne pas faire. Et ensuite, bah, tu refais le rayon et tu en profites pour mettre correctement tes produits. Au moins, tu es sûr que tes produits sont bien positionnés, quoi. Mais oui, ça arrive fréquemment. Ok, donc c'est pas forcément quelque chose qui est juste une perte de temps. Parfois, ça peut être Non, utile. bah non, non. Moi, je le vois plutôt comme une manière d'être sûr que tes produits sont bien positionnés, quoi. Après, c'est sûr que si tu vas pas le faire, s'il te dit non, non, ton produit, tu le mets en bas à droite, là, au fond, bah non, bah dans ce cas-là, ton rayon, tu le fais tout seul. Mais c'est pareil, c'est dans la négo. Le but, c'est créer du lien avec le respo, lui faire son rayon tout joli, même pour les autres produits, et en profiter pour mettre un beau linéaire pour tes produits. C'est gagnant-gagnant, quoi. Hmm. Mais pour ça, ça veut dire aussi avoir des gens sur le terrain. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Alors, Sensei Family, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Est-ce que donc, tu nous as mis un message C'est sur le Loïc. taux de marge vs le taux de marque. Euh, Oui, moi, quand je parle de marge Ouais. commerciale, effectivement, moi, quand je parle de marge commerciale, je parle de marge brute. Donc, c'est vraiment tous les coûts variables qui vont rentrer en compte. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai calculé. En tout cas, après, ça dépend des produits, etc. En gros, pour calculer vos coûts, moi, ce que je vous recommande, c'est vous prenez tous les coûts variables. Donc, moi, typiquement, sur du kombucha, ça va être les matières premières, les bouteilles, les étiquettes, les cartons, les frais de livraison. Vous calculez tout ça. Ensuite, idéalement, il faut essayer de viser. Alors, c'est sur du long terme, dans un business plan, sur du long terme, etc. Mais minimum, c'est 50% de marge. Donc, ça veut dire que si ça vous coûte 40 centimes, idéalement, il faudrait le vendre 80, quoi. Et ensuite, sur cette marge-là, après, quand je dis que le distributeur, il va prendre 30% de marge pour calculer le prix que lui, il va revendre, en fait, vous prenez le prix que vous lui faites et vous allez diviser par 1 moins la marge. Donc, 1 moins, si je dis 30% de marge à un distributeur, si vous lui donnez, vous lui vendez 1 euro, lui, il va le vendre 1 divisé par 0,7. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais ça va vous donner le prix auquel lui, il va vendre votre produit à ses magasins. Et ensuite, le magasin, s'il fait 35% de marge, vous prenez le prix du distributeur, vous le divisez par 1 moins la marge, donc 0,65, et ça va vous donner le prix hors taxe que le magasin va vendre à ses consommateurs. Et après, vous rajoutez la TVA. Et ça vous donne le prix de sortie. Je ne sais pas si c'est ça, Loïc, que tu voulais préciser. Si, c'était Mais je ne ça. parle Ça pas va, de vous avez coef. réussi à 30% suivre. de marge, ça ne veut pas dire je fais 1,3, quoi. Ouais. Ouais, je mentionne, j'explique juste 2 minutes ce que je voulais dire parce que c'est vrai qu'on peut s'en mêler vite les pinceaux. Nous, on n'avait pas compris au début, ça paraît bête, mais moi j'ai fait école de commerce et quand on parlait de marge, ça voulait dire que si je vends mon produit 1 euro, que j'applique 30% de marge, ça veut dire que je fais fois 1,3. Oui. Et ce n'est pas toujours le cas chez l'interlocuteur GMS ou autre. Et des fois, il y en a qui vont raisonner comme ça, mais il y en a qui vont penser à la marge en termes de, comme ce qu'a décrit Antoine. C'est une autre manière de le dire, mais c'est pareil que ce que je veux dire aussi dans mon message dans le chat, même si désolé, hein, les calculs, ça peut vite perdre les gens. Mais il y en a qui parlent en taux de marque, hein, c'est le nom théorique du calcul, où là, effectivement, on calcule un pourcentage du prix de vente. C'est différent, c'est un pourcentage du prix auquel on vend et pas un pourcentage ajouté. Oui, voilà, c'est ramené. En fait, il va faire son calcul entre le prix de vente et le prix d'achat, combien lui, il va gagner, quoi. C'est ça quand je dis qu'il marge de 30%, effectivement. Mais le calcul simple, c'est de mettre le prix divisé par 1 moins la marge. Ça va vous donner. Donc, par exemple, je ne sais pas si j'ai un produit à 1 euro, que je fais 30%, vous faites un petit tableau Excel rapido. Vous faites votre prix hors taxe divisé par 1 moins la marge. Toc. Lui, il va le vendre 1,42 hors taxe, par exemple. 30% de marge, ça veut dire que sur le hors taxe, il va faire un coef de 1,4. Et après, en fonction de votre TVA, ben bon, nous, on est à 5,5, donc ça a moins de trucs. Mais des fois, du coup,
quand il dit 30% de marge, lui, pas entre le hors-taxe et la TVA, si vous avez une TVA à 20, il va faire du 1,6 ou du 1,7, quoi. Donc effectivement, si on n'a pas anticipé ça, ça peut faire bizarre. Mais ça, c'est plutôt de la compta après, effectivement. Non, mais c'est hyper important d'avoir en tête, en tout cas, les calculs, que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite, et de faire bien gaffe à toutes ces questions avant d'aller voir un distributeur. Ouais, c'est pour ça que des fois, c'est bien de commencer par les magasins aussi en direct, parce qu'aller direct voir des distribs ou des centrales d'achat, vous allez, en fait, sans expérience, vous allez vous faire bouffer, quoi. Clairement, vous allez vous faire manipuler. Manipuler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ils vont vous faire baisser le pantalon et vous allez dire oui parce que vous n'avez pas de recul et pas d'expérience, alors qu'avec un peu d'expérience, déjà en travaillant déjà avec des magasins en direct, etc., ça vous endurcit un peu, ça vous permet de vous familiariser. Et si vous n'avez personne d'expérimenté en commercial, je vous recommande quand même d'essayer de trouver quelqu'un qui fait ça pour des startups ou qui est capable en tout cas de vous aider à construire la politique commerciale de vos produits, parce que sinon, vous pouvez aller au-devant de grandes déconvenues. Trop bien. Alors, on a plusieurs questions pour toi. Il y en a une, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais il y a Jennifer qui demande quel est le nom de votre deuxième marque. Comme tu as dit que vous aviez commercialisé 2 marques, une pour les magasins spécialisés, une pour les… Oui, ça dépend. Jennifer, elle travaille pour qui? Non, du coup, on a Jubile en réseau bio et Attica chez Monoprix. Ok. Merci en tout cas d'avoir répondu à la question. C'est Et normal. sinon, on a des questions. Il y a Loulou qui pose une question de comment faire pour vendre à la grande distribution en gardant une production artisanale avec des coûts élevés. Est-ce que Ça, c'est comme tout. Comment- Il y a un moment donné, de toute façon, vendre à la grande distribution, ça rime quand même avec avoir des volumes plus importants. Donc après, la production artisanale, elle a aussi ses limites, quoi. C'est comme tout. Il y a un moment donné, quand vous êtes producteur, vous allez forcément être confronté au défi de il faut que je produise plus. En même temps, je ne veux pas devenir un industriel. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, il y a probablement un moment à mettre un peu d'eau dans son vin, à se servir d'outils, même si c'est pas tout industrialisé, entre guillemets, ou automatisé, je veux plutôt dire, parce qu'industrialisé, tout de suite, ça fait penser à des gros, mais il- même pour faire baisser vos coûts, à un moment donné, vous allez être obligé d'automatiser certaines choses, quoi. Nous, typiquement, pour embouteiller et mettre en étiquette, jusqu'à très longtemps, on le faisait à la main. Et puis après, on a acheté une étiqueteuse à pied. Donc, on mettait une bouteille, on appuie sur une petite pédale, ça fait tourner la bouteille, on met une étiquette une à une. On a fait ça pendant très longtemps, des heures et des heures et des heures. Et puis, à un moment donné, on a acheté une étiqueteuse, quoi. Parce que l'artisanat, c'est bien, mais bon, il y a un moment donné, ça ne marche plus. Donc après, c'est pas parce qu'on a une étiqueteuse qu'on ne se considère plus pour autant comme un artisan, quoi. Donc ça dépend de ce que vous appelez artisanat, mais malgré tout, vous allez être obligé d'évoluer aussi dans votre production, quoi. C'est pas parce que vous avez une machine qui vous aide à faire votre production que vous êtes tout de suite un gros industriel avec des produits qui ne sont pas de bonne qualité, quoi. Donc je pense que ça, c'est le défi auquel on est tous confrontés quand on produit, de toute façon. On démarre, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, et puis progressivement, il va falloir monter en volume. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de modèles économiques qui peuvent fonctionner que parce que vous allez monter en volume, et donc vous faites des économies d'échelle sur les matières premières, sur les packaging, sur la livraison surtout. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à être concurrentiel par rapport à des gens installés qui, eux, ont des volumes et du coup ont des prix qui vont vous paraître complètement déconnants au début avec les volumes que vous faites et les prix auxquels vous touchez tous vos packaging et vos matières premières et tout, quoi. Mais ça, par contre, c'est le jeu. Enfin, malheureusement. Et toi, à peu près, c'était à quel niveau de production que vous avez, où tu t'es dit, on a atteint notre rentabilité ou le volume de croisière est-ce que vous l'avez atteint déjà? Peut-être pas encore. Non, pas du tout. En fait, c'est c'est toujours pareil, c'est que la rentabilité, surtout quand on est producteur, c'est que on va dire l'argent au début, on l'a mis plutôt dans les équipes de production et parce que c'est quelque chose qui nous parle pas mal dans la RSE, là où d'autres auraient peut-être pris des alternants en business ou je ne sais quoi. Mais en prod, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des effets d'échelle et arrive un moment où si vous voulez augmenter votre outil de prod, il vous faut un local plus grand, il vous faut recruter des gens. Donc en fait, il y a pas mal d'étapes avant d'atteindre l'étape où on a vraiment un outil de production un peu robuste qui permettra en fait de multiplier sa capacité de production sans avoir à recruter, à multiplier par 2 les effectifs de production, par exemple.
Après, ça c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est assez propre à chacun des business. Désolé si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille derrière. Mais ça dépend pas mal, je pense, de l'activité. Non, nous, on n'est pas encore rentable parce qu'en plus, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton développement, bah, tu vas te rendre compte que c'est bien d'avoir les produits en rayon, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'avoir. C'est bien aussi d'avoir des gens sur le terrain. Donc au début, tu n'as pas de commercial et puis à un moment donné, tu vas embaucher un commercial. Donc ça va te décaler d'autant le volume à faire pour être rentable. Et puis après, tu vas faire les réseaux sociaux toi-même. Et puis au bout d'un moment, bah non, tu vas quand même recruter un responsable communication, mais tu ne l'avais pas avant. Donc tu vas devoir, tu auras le salaire et du coup, ça va te décaler d'autant. Donc au fur et à mesure que tu grandis, il y a des postes en fait qui sont nécessaires. Et avant d'avoir la taille qui permet d'amortir tous ces recrutements, etc., c'est compliqué, quoi. Donc après, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend de chaque activité. Mais au début, tu fais un max de trucs tout seul. Tu travailles 20 heures sur 24. Et c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas viable sur le long terme, quoi. C'est bien de vouloir travailler dans l'économie sociale et solidaire, mais à un moment donné, il faut se l'appliquer à soi-même aussi, quoi. Sinon, si on se bousille la vie au taf, ça marche pas. Donc, ouais, le seuil de rentabilité, quand on est producteur, il a tendance à se décaler plusieurs fois. Parce qu'il y a des fois, on va être quasiment rentable et puis on va se rendre compte que, je sais pas moi, pour aller plus vite ou avancer ou vraiment passer un seuil, il va falloir recruter, prendre un outil de production plus important, etc. Et donc, ça va redécaler le seuil de rentabilité un peu plus loin. Donc, malheureusement, on aime tous rester artisans et faire des petites quantités, mais il y a des fois, pour pouvoir être rentable tout en étant compétitif par rapport aux gens qui sont déjà dans les rayons, etc., on est obligé, nous aussi, de faire du volume, quoi. Il y a pas... Et après, justement, c'est là qu'il faut vraiment bien réfléchir sur la prod, sur la R&D et tout, sur OK, je fais du volume, mais par contre, pas au détriment de la qualité de ce que je propose. C'est Et, là que ça devient difficile à gérer, non, mais que c'est un véritable enjeu, quoi. et aujourd'hui, c'est grâce du coup à vos différentes levées de fonds que vous pouvez vivre du projet, du coup Ah oui, complètement. Ouais, ok. Ah bah, sans levée de fonds, déjà, on est dans un moment où il y a beaucoup de gens qui parlent d'assister, on réduit le chômage, etc. pour les gens parce que le travail, c'est la vie. Mais si on n'avait pas eu 2 ans de chômage, honnêtement, je vois pas très bien comment on aurait fait parce qu'on a cotisé comme tout le monde dans nos anciens boulots. C'est ce qui nous a permis pendant 2 ans de ne pas nous payer. Honnêtement, je vois pas comment on aurait fait à part galérer comme beaucoup de gens font de toute façon. Et puis après, vu qu'on a eu de la chance d'être quand même dans une catégorie de produits qui est très dynamique et on a quand même fait un petit peu de chiffre d'affaires assez rapidement, on a pu faire une première levée pour acheter le premier matériel. On a fait un prêt d'honneur, un prêt bancaire et une levée. Et c'est là qu'on a commencé à se payer, pas énormément au début, mais à se payer. Et puis de toute façon, quand vous ferez des levées de fonds, vous ne pouvez pas présenter un business plan dans lequel vous ne vous payez pas, quoi. Ça veut dire que votre modèle économique ne marche pas. Donc, oui, il y a forcément 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, mais où vous n'allez peut-être pas vous payer, ou vous payez très peu, parce que il faut bien le temps de lancer le projet, c'est normal, mais après, c'est la levée de fonds qui permet ça, effectivement. Et alors, il y a deux petites questions encore. Après, si ça vous va, j'aimerais vous partager un programme de formation qu'on va lancer le mois prochain chez Make Sense qui peut vous aider sur tous ces sujets. Quoi Mais déjà? du coup, Il est 18h18, Adrienne. bah ouais, mais c'est 1 heure normalement. Ah bon, j'avais noté 19, moi. Ah, c'est qu'1 heure. Ah, Ouais. ok. Bah ouais, le temps passe vite, dis donc. Et oui, mais alors, il y aura peut-être d'autres questions. On pourra manger un petit peu pour ceux qui veulent continuer à discuter avec toi. Il y a un sujet sur, est-ce que tu as une expérience sur la consigne? Peut-être que la réponse est tout simplement non. Non, pas trop, mais j'ai vu qu'il y avait, je sais plus qui c'est Delphine, je crois, qui développe la consigne là, en Bourgogne, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Delphine, c'est ça, je pense. Nous, pour le moment, on ne consigne pas. En fait, aujourd'hui, ça se développe pas mal, notamment en magasin bio, en magasin bio, surtout chez Biocoop d'ailleurs. La problématique, c'est que nous, on a fait des analyses de cycle de vie. Aujourd'hui, on est sur des bouteilles qui sont en résidus de canne à sucre, qui, d'un point de vue analyse de cycle de vie, sont clairement mieux disantes par rapport au verre. Donc, en fait, sur le domaine de l'emballage, c'est un domaine qui est hyper complexe. Il y a la réalité et puis il y a la perception des consommateurs. Nous, aujourd'hui, on se confronte à la perception des consommateurs où, en fait, dans la tête des gens, le verre, c'est génial et tout le reste, c'est de la merde, pour faire simple. Donc, on est en train de regarder pour repasser sur du verre. Après, la question, quand on passe sur de la consigne, c'est que souvent, on a des contenants qui vont être plus lourds, déjà que le verre est lourd.
on va passer sur des contenants qui sont plus lourds, généralement 20-25%. Et donc, il faut regarder en fait en fonction de tous les gens avec qui vous travaillez. Nous, aujourd'hui, si on passe en vert, sachant qu'on fait 20% de notre activité avec Biocop, ça veut dire que sur 80% de ce qu'on vend, on va aller mettre des bouteilles qui sont 25% plus lourdes, qui vont finir en recyclage. Et du coup, on aurait un bilan carbone à titre professionnel sur notre société qui sera clairement mauvais, quoi. Donc après, la consigne, c'est sûr que sur le long terme, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vertueux et j'espère vraiment qu'on arrivera à avancer là-dessus. Après, je trouve qu'il faut faire attention à la temporalité, quoi. Parce qu'autant que des enseignes comme Biocop, etc., disent, bah, nous, pour nos marques, ou La Vie Claire, pour nos marques, La Vie Claire, eh ben, on va aller sur de la consigne. Ok, super, parce que c'est leur produit à eux et du coup, c'est pas vendu ailleurs. Mais pour des gens comme vous et nous qui vont vendre dans plusieurs circuits, si vous faites des contenants consignés plus lourds alors que la majorité va finir en recyclage, en fait, en pensant faire du bien, on fait du mal, quoi. Donc, nous, on y pense, mais on attend que ce soit un petit peu plus avancé, en fait, pour le faire de manière un peu globale, parce que sinon, Et c'est sinon, pas un sujet d'avoir des on fait du contenants. greenwashing, en fait. On dit, ouais, regardez, on fait de la consigne, c'est génial, alors qu'en fait, le bilan carbone global du truc, il n'est pas bon, quoi. Et c'est pas un sujet d'avoir plusieurs contenants différents en fonction de là où tu Ouais, vas. ouais, bah là, ce truc, c'est compliqué. C'est toujours pareil qui dit déjà, ça se passait avec les marques. Si vous avez en plus différents contenants, ça veut dire des stocks en plus à gérer, des risques de perte en plus. Enfin, tout ça, c'est des frais. Donc, c'est plus on a de stock, en tant que producteur, moins on a de stock, mieux on se porte, quoi. Parce que le stock, à un moment donné, il peut se perdre. Donc, c'est sûr que oui, idéalement, on pourrait peut-être faire ça, mais après, ça à gérer, c'est pas facile, quoi. Surtout quand on commence, qu'on est petit, déjà, quand on nous dit qu'il faut faire deux marques, on a il y a la langue qui pend et on n'est pas hyper content, mais vu qu'on n'a pas le choix, on le fait parce qu'on a envie de travailler, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué. Et Mais c'est une super, bravo à Delphine pour essayer de développer ça. Nous, c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait Nantes et Lyon qui développaient pas mal ce truc-là, avec Bout à Bout. Et sur Lyon, je ne me rappelle plus du nom de l'asso. Mais c'est sûr que ça peut que se passer à l'échelle régionale, quoi, parce que c'est pareil, si la consigne, il faut envoyer les trucs à À 800 Toulouse km aussi, à Toulouse pour les aussi. laver. Pardon, Mohamed? À Toulouse aussi. À Toulouse aussi? Ouais, Bah, à top, Kinsop. top. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut se faire qu'à l'échelle régionale, quoi. Donc, tout de suite, quand on vend à l'échelle nationale, bah, faut se poser la question, la consigne, c'est bien, mais expliquer, quoi, aux gens qui nous disent, bah, faut passer en consigne. Ouais, d'accord, mais bon, moi, si 80% de mes produits ne le sont pas, en fait, bah, c'est pas positif à mon niveau, quoi. Donc, encore un sujet. Bah, de toute façon, tous les sujets sont complexes, hein, donc c'est jamais tout blanc et tout noir. Donc, et alors, il y a encore deux, trois questions. Il y a Louis qui te demande si tu as des recommandations de sites ou d'agences pour trouver un local de production. j'avoue que non. Vous avez J'ai fait comment, cherché vous? partout, je me suis inscrit à tous les trucs possibles et imaginables et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, malheureusement, Google, ça marche plutôt bien, même si Google, c'est le mal, mais bon. Mm. Mais ça marche bien, malheureusement, comme tous les trucs qui sont généralement un peu pourris au fond. C'est très pratique. Mais ouais, les communautés de communes, regardez les appels à projets, il y a pas mal d'appels à projets, ce genre de trucs. Et c'est vrai que ça dépend de ce que vous cherchez aussi, mais quand on cherche des petites surfaces, c'est compliqué à trouver, quoi. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Plateau urbain, effectivement, ouais, il y a pas mal de trucs que je vois passer aussi. Il faut vous rapprocher des fois de votre mairie, de votre région. Ça peut toujours, voilà, dans le contexte actuel de l'emploi, des petites sociétés vertueuses qui se développent, ça intéresse toujours au niveau local. Donc ouais, faut taper à toutes les portes. Et c'est vrai que c'est compliqué, honnêtement, trouver des locaux, c'est compliqué. Alors ensuite, il y a un avis qui t'est demandé par Maman. Pensez-vous que les petits commerçants et supérettes auraient besoin d'un outil de gestion de vente qui aide à automatiser le traitement de l'anti-gaspi? Ouais, je vois pas pourquoi ils seraient pas intéressés par ce genre d'outil. Après, c'est sûr que vu qu'ils sont petits commerçants, ils ont peu de volume et donc peut-être peu de pertes. Donc peut-être que pour eux, c'est pas vraiment un sujet. Après, il me semble que, en tout cas, sur tout ce qui est matière organique, depuis peu, il me semble qu'il y a une loi maintenant qui oblige ces gens-là au minimum à valoriser en méthanisation au compost. Donc j'avoue que je sais pas trop, mais oui, je pense que c'est des sujets.
je sais pas trop ce qui existe en fait actuellement, à part Too Good To Go, ce genre de truc. C'est vrai que moi, c'est pas un sujet dans lequel je travaille beaucoup, donc je n'ai pas connaissance de ce qui existe et ce que les gens aimeraient ou n'aimeraient pas. Mais la meilleure manière de le savoir, c'est d'aller toquer à leur porte et d'aller en discuter avec eux, de toute façon. Si je peux, j'ai une petite question par rapport à ça, s'il vous plaît. À quel moment une entreprise start-up elle a besoin d'un CRM pour l'aider à suivre ses relations clients, ses achats, ses fournisseurs? Merci. Nous, on a fait longtemps sur Excel. Le bon vieux Excel marche bien. Après, le bon vieux Excel a ses limites, quoi. Donc, je pense que ça dépend surtout du nombre de personnes qui travaillent dessus. Parce qu'au bout d'un moment, à travailler plusieurs, même si c'est sur du Google Drive ou des trucs comme ça va vite de faire des fausses manips ou de ne pas savoir qui a rempli quoi, qui a fait quoi, etc. Et ça devient des Excel avec des milliards de colonnes et des milliards de lignes qui deviennent difficilement exploitables. Donc nous, pendant 3 ans, on a fait de l'Excel, quoi. 3 ans et demi. Et puis là, récemment, on a pris un CRM pour nous aider là-dedans. Mais nous, pendant 3 ans et demi, on s'est débrouillé sur de l'Excel, quoi. Ça marche bien. Hein. C'est assez C'est quoi long, votre solution, pardon? Pardon? Ou votre solution, c'est quoi? C'est quel CRM? Nous, on a bossé un peu avec celle-ci, c'est pas mal. C'est pareil, ça dépend si vous avez la production ou pas. Celles-ci, ils n'ont pas la production. Donc, si vous avez juste, entre guillemets, de la revente de produits, etc., c'est du CRM. Et il y a aussi toute la partie facturation, relance de paiement, envoi des factures, automatisation des mails et tout. Donc, celle-ci, c'est pas mal. Et là, on bosse aussi avec Sidely, Sidely, Mais ça, c'est plus une appli qui est orientée terrain. On a commencé à mettre en place, à recruter des gens pour faire du terrain et on s'en sert à la fois pour les démarches, le phoning qu'on peut faire avec les magasins, mais aussi ça permet de mettre, quand vous passez sur un magasin, vous pouvez mettre la photo du linéaire, quel produit il y a, quel produit il n'y a pas, à quel prix ça sort, qu'est-ce que vous avez dit avec le magasin, les actions à faire, etc. Ça permet de le rentrer. Il y a une version appli qui permet de rentrer tout ça de manière assez pratique. Et donc, ça permet d'avoir un suivi qui est intéressant. Mais bon, après, il faut s'adapter à l'activité, au niveau d'avancement. L'Excel, ça marche très bien pendant un certain temps. Après, il faut être organisé pour ne pas oublier de rappeler quand il faut rappeler. La démarche commerciale, c'est vraiment, il faut harceler en fait les gens parce que faut vous mettre à leur place. Hein, des gens comme vous et moi, avec des produits qui révolutionnent tout et qui se croient meilleurs que tous les autres produits, et ils en ont des centaines et des centaines, quoi. Donc, les 3 quarts des gens, c'est très frustrant, mais les 3 quarts des gens, ils ne vous répondent pas. Et pour moi, tant que quelqu'un ne vous a pas dit non, c'est pas un non. Donc, n'hésitez pas à leur écrire des mails tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines. Après, c'est à voir, à les appeler jusqu'au moment où vous aurez un retour, quoi. S'il veut à un moment donné que vous le laissiez tranquille, il vous dira non. Et là, au moins, vous serez fixé, quoi. Mais c'est vraiment du rappel, du rappel, du rappel, du rappel. Faut se mettre à leur place aussi, quoi. Les mecs, souvent, ils sont sous-staffés. Ils ont je sais pas combien de fournisseurs de catégories à gérer. Donc, des mails, ils en ont, je sais pas combien tous les jours, quoi. Bon, on en a tous d'ailleurs. C'est un peu une tare, les mails. Mais donc, il faut pas hésiter à être organisé, à relancer jusqu'à avoir une réponse, quoi. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Antoine, est-ce qu'il y a une question de Loïc sur la différence de qualité de produit entre les grandes surfaces et les magasins spécialisés, enfin les grands distributeurs et les distributeurs spécialisés, pardon. Il y a des exigences de produits très bas. Est-ce que toi, tu as adapté tes recettes? Est-ce qu'il y a une différence majeure dans tes gammes? Non, pas. Moi, justement, en fait, après, c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup des produits. Loïc, il pose ça comme question parce que lui, il est sur la pâte à tartiner et quand tu as Nutella en face, qui a des ingrédients tout pourris et qui vend ça pas cher, c'est dur de se positionner forcément. Mais nous, on est dans une catégorie de produits qui est un peu premium, etc. Donc, nous, la démarche qu'on a pour le moment, c'est de dire, OK, on va sur les 2 réseaux. Par contre, la qualité de produit, elle ne change pas. Nos engagements, ils ne changent pas parce qu'on n'a pas envie de faire typiquement voilà, des produits à rabais pour de la GMS, mais c'est parce que c'est aussi notre catégorie de produits qui s'y prête bien, quoi. Donc après, ça dépend par rapport à qui on se positionne et c'est sûr que c'est compliqué, mais moi j'aurais tendance à dire justement déjà faire de marque, c'est pas forcément bien vu. Il faut l'expliquer et tout. Si en plus du coup tu fais une marque complètement moins disante dans laquelle tu vas au rabais sur tout ton sourcing, ton truc et tout, juste pour être en GMS, même j'ai envie de dire
enfin, l'objet de ta boîte et ta raison d'être, elle en prend aussi un coup quoi, au passage. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est sûr, il faut essayer d'optimiser peut-être sur le pack, 2-3 trucs pour faire baisser un peu les coûts matières sur les produits, mais faut pas trop descendre non plus parce qu'après, si tu veux faire les choses correctement, tu peux pas non plus faire des produits qui correspondent pas à ce que tu as envie de proposer, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je sais pas, Loïc, ce que tu en penses. Tu as eu peut-être un retour d'expérience plus détaillé à faire là-dessus, mais Ouais, non, mais comme tu dis, je viens de le mettre dans le chat, c'est un dilemme qui est assez ennuyeux parce qu'on cherche oui. constamment à sauver notre âme. Tu sais, on part avec des intentions incroyables. Et la peur numéro un, nous, qu'on s'était dit le jour 1, c'était attention, quand on va rentrer dans les cercles GMS, dans tous ces milieux-là, en fait, on aura une pression et on sera vite tenté de faire le choix de la facilité qui est bah oui, de tout revoir à la baisse, notamment en termes de qualité, parce que c'est très facile hein, de faire comme Nutella. On pourrait faire un copycat et se dire qu'on sauve la planète, mais Ouais, malheureusement, ça tu n'as marche pas pas. du tout leur budget market et com, du coup, tu En n'existerais plus, pas. c'est clair. Mais oui, non, mais après, je pense que tu vas être obligé d'ajuster. Enfin, moi, je suis passé par là aussi. On a tous des idéaux quand on commence, et après, il y a la réalité. Donc, du coup, on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, malheureusement. Mais bon, il faut que ça reste du vin et pas de l'eau, et que ça ne devienne pas de l'eau aromatisée au vin, quoi. C'est un peu. Et alors, on a des questions. La dernière question. Il y en a toujours qui arrivent. Ah voilà, donc c'est la même. Est-ce que tu as des références sur des outils de gestion de stock et de production? Et une autre question, c'est est-ce que tu aurais des endroits pour trouver du matériel, des équipements pas trop chers, peut-être de seconde main ou autre, sur des sites d'enchères? Donc, première question sur les outils de stock et de production. Et la deuxième question, c'est sur les équipements dont tu as eu besoin au début. D'abord, je réponds à Alban, qui dit le kombucha, c'est pas de l'eau aromatisée en thé. Non, le kombucha, ce n'est pas du thé glacé, cher Alban. Il y a quand même un process de fabrication et de fermentation qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie pas mal du thé glacé et qui fait qu'on est généralement un peu plus cher, que certaines personnes ont du mal à comprendre. Mais il y a quand même un vrai process derrière. C'est pas juste de l'infusion de thé, quoi. Mais je vois. Grave, c'est comme ça que tu remercies nos intervenants allemands. Pour la gestion de stock, j'avoue, on n'a pas trop planché sur le truc. Moi, j'en ai pris un qui est complètement archaïque et pas du tout facile à utiliser, qui est Sage, uniquement parce que notre expert comptable faisait utiliser ça et que ça nous permettait facilement en fait d'avoir à la fois la gestion de stock et à la fois le commercial et la compta. Après, effectivement, faudrait que je regarde parce que j'en avais papoté récemment et on m'avait donné le nom d'un ERP qui était pas mal apparemment, qui est en anglais de mémoire au début, mais qui est assez facilement personnalisable, codable entre guillemets, mais de manière assez simple. Donc pour adapter le truc un petit peu à ses besoins, faudrait que je retrouve le nom. Après pour les sites de matos, Le Bon Coin, honnêtement, des fois ça marche plutôt pas mal. Après, c'est pas moi qui m'en occupe chez nous, donc là tout de suite je saurais pas vous répondre. Mais je sais que nous on a mis des fois des annonces sur des sites, donc il faudrait que je récupère les sites. Si tu peux te noter ça, Adrienne, et me le redemander parce que sinon je vais oublier. Carrément. Mais on doit avoir 2-3 sites. Alors après, bon, faut avoir un peu de chance et tout, mais il y a quelques sites, quoi. Après, bon, nous, c'est pareil, ça dépend. Peut-être que ça dépend aussi des catégories de produits, quoi. Nous, on est un peu dans le domaine de la brasserie, entre guillemets, donc il y a quand même pas mal d'équipements qui sont communs. Donc, ça nous permet des fois de trouver du matériel relativement facilement. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici, qui a des produits un peu spécifiques et cette chance, je sais que typiquement, il n'y a pas longtemps, j'avais rencontré des gens qui faisaient des soupes, qui étaient dans une trentaine de Biocoop, etc. et qui, malheureusement, ont arrêté leur activité parce que, à un moment donné, pour pouvoir passer l'étape qu'on doit tous passer à un moment donné, il y avait énormément d'investissements matériels et ils n'ont pas réussi à trouver les financements, quoi. Donc, c'est sûr que pour toutes et tous, va se poser la question à un moment donné. Il va falloir faire un petit peu de volume, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on devient un peu compétitif niveau prix. Et ça va passer par des investissements et probablement que ça va du coup passer par généralement un prêt d'honneur. Je vous le recommande, en tout cas, même pour se faire accompagner, d'aller
si vous êtes en économie sociale et solidaire, d'aller voir du Paris Initiative Entreprendre ou du réseau Entreprendre quand vous êtes à Paris, du France Active quand vous êtes autour. C'est quand même des gens qui vous accompagnent, qui sont de bons conseils et qui peuvent vous permettre, notamment quand vous avez besoin de matériel, de faire des prêts d'honneur qui font effet levier sur ensuite des prêts bancaires pour pouvoir acquérir du matériel, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, bon, après, je vous souhaite de ne pas avoir à faire ça, mais clairement, j'ai du mal à voir comment, dans ce contexte-là, en étant producteur, vous pourrez vous passer de levée de fonds, notamment si vous avez envie quand même de vous payer un petit peu et de pouvoir vivre à côté, parce que malheureusement, les banques ne vous prêteront pas pour ça. Donc, si vous voulez payer des salaires, des recrutements ou du market et de la com, il n'y aura que de la levée de fonds et du capital pour le faire. Après, il faut trouver, de par les valeurs que vous aurez, etc., vous orienter plutôt vers des gens qui partagent ces valeurs. Et il y en a, parce que nous, on a réussi à trouver quand même pas mal de business angels qui sont venus aussi pour ça, parce qu'ils savent que le cœur du réacteur, il sera toujours le même, il ne bougera pas. Et c'est aussi un axe de différenciation aujourd'hui par rapport à des grands groupes, etc., qui ont des qualités de produits qui ne sont pas top et qui essaient de faire du greenwashing. Donc c'est compliqué, hein, on ne va pas se le cacher, être petit producteur, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, donc il faut pas lâcher, quoi. Et il faut s'entraider, d'où ma présence aujourd'hui. D'où ta présence aujourd'hui et on est très content que tu sois là. Avant que je vous présente la formation qu'on va lancer, malheureusement, Alban, on va devoir switcher ta question parce qu'on n'a pas le temps, mais on a la dernière question de Loïc qui, je trouve, clôt bien cet échange. C'est quoi l'ambition de Jubile pour les prochaines années? Nous, notre objet social, c'est promouvoir une alimentation saine, etc., ce qui est quand même la base du truc. Donc, notre but, c'est de démocratiser le kombucha. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se développer le plus possible dans le réseau bio parce que c'est le réseau avec lequel on partage le plus de valeur. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ce soit que dans le réseau bio que les gens aient accès à un produit qui soit sain et correctement fabriqué, etc. Donc, c'est toujours difficile à faire entendre, notamment aux personnes du réseau bio, mais en même temps, ça me semble assez logique que si on a un produit, on a envie qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en bénéficier ou y avoir accès. Et du coup, forcément, on sera aussi amené à se développer en grande surface, même si ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'était plutôt aussi d'aller un petit peu s'exporter en réseau bio dans les pays limitrophes parce que le kombucha, ça a pas mal de vent en poupe et ça se développe beaucoup. Donc, ouais, vous pouvez nous souhaiter d'être dans tous les réseaux des magasins bio, mais en même temps, c'est ce que je vous souhaite à tous aussi. Trop bien. Merci beaucoup, Antoine. Avant de vous laisser, donc, Pour juste vite fait répondre à Alban sur les parties BA, vas-y. alors, il y a un truc qui est pas mal, que vous connaissez peut-être déjà, c'est l'ITA. C'est une plateforme de financement assez engagée là-dessus. Alors, ils font aussi pas mal d'obligations, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des jargons un peu techniques, mais en gros de prêts qui ne sont pas avec des banques, mais qui sont avec des particuliers, d'obligations convertibles, c'est-à-dire des prêts qu'on peut convertir en capital et du capital. Et ils sélectionnent que des projets un petit peu verts, etc. Donc, c'est un moyen aussi d'ouvrir son capital à la communauté citoyenne, quoi. Donc, des gens comme vous et moi qui veulent, par leur épargne, soutenir des projets. Après, il faut taper aux portes. Nous, on a tapé aux portes de tous les BA classiques, hein, Paris Business Angel, Femme Business Angel, Arrêt Métier Business Angel, Femme Business Angel, INSEAD, etc., etc. Et en fait, dans ces réseaux-là, il y a des gens qui, effectivement, voient surtout les projets pour faire du profit. Et malgré tout, il y en a quand même de plus en plus qui sont aussi intéressés, pas que par ça, et par l'aventure entrepreneuriale. Beaucoup de business angels n'investissent pas, enfin même pas que, même pas principalement parce que vous avez fait un beau BP et raconté une bonne histoire. Le contact avec l'équipe, avec vous, en fait, il sera hyper important. Votre vision, vos valeurs, comment vous vous projetez. Donc, il faut taper aux portes et défendre votre projet. Si c'est un projet qui est fait par conviction, vous savez très bien en parler. Donc après, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas convaincre. Et des gens qui partagent nos valeurs, il y en a de plus en plus. Donc, mais oui, c'est la levée de fonds, c'est compliqué. Et surtout, c'est long. Si vous avez besoin d'argent, anticipez bien parce que c'est 6 mois minimum, hein. C'est entre 6 mois et 1 an. Trop bien.
Merci beaucoup, Antoine, pour ta présence ce soir et d'être venu pour répondre à toutes ces questions qui étaient très nombreuses. Je sens que ça a été utile pour Ouais, beaucoup voilà, je d'entre sais vous. pas si j'ai répondu à toutes les questions, je pense pas, J'ai mais bon, voilà, on l'impression fait ce qu'on qu'on a peut. quand même été assez exhaustif dans la lecture du chat. Mais c'est vrai que du coup, des accompagnements comme Make Sense, typiquement, pour voir des intervenants, peut-être, alors je sais pas, elle va vous expliquer comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est important quand on démarre et qu'on n'est pas forcément du métier, il y a quand même des points sur lesquels c'est bien d'être accompagné pour pas faire d'erreurs, quoi. Merci J'ai pour cette aucune action chez Make Sense, hein, je tiens à préciser. transition. Non, mais du coup, je libère ceux d'entre vous qui n'ont pas besoin d'accompagnement aujourd'hui et qui voudraient retourner à leurs occupations. Et pour ceux qui veulent en Et bon savoir courage à toutes et à tous, hein, dans la suite. merci beaucoup. Du coup, alors là, c'est mes mails. Vous n'avez pas du tout envie de regarder mes mails. Et moi, je n'ai pas envie que vous les voyiez non plus. Voilà, pardon. Donc, ce que je voulais juste vous partager en quelques mots, l'idée, c'est qu'on ne prenne pas plus de 10 minutes parce qu'il est déjà tard ce soir et que les écrans, ça va un moment. Mais du coup, en fait, cette formation, merci beaucoup encore une fois Antoine, qui était plus un échange qu'une formation. C'est aussi la question de, avant de se lancer dans des gros partenariats avec ces acteurs dont on a beaucoup parlé, c'est important de se poser des questions sur la viabilité de son projet en lien avec l'impact qu'on veut avoir. Donc, toutes les questions qu'on s'est posées de à quel point je mets de l'eau dans mon vin ou du vin dans mon eau, pouvoir se projeter aussi quand on ne sera plus dans une démarche artisanale. Pouvoir se projeter dans combien d'emplois je vais pouvoir créer aussi, quel financeur j'ai envie d'amener dans mon projet et réfléchir à ce qui existe aussi sur le marché. Donc, toutes ces questions-là, c'est vraiment des éléments qui sont cruciaux à vous poser avant de vous lancer vraiment dans la commercialisation. Pour ça, nous, on a créé donc, certains d'entre vous connaissent déjà nos programmes d'accompagnement collectif qui sont donc des formations qui s'appellent les sprints. Il y a des sprinters dans la salle, je vous ai vu. Mais l'idée, c'est des formations qui sont collectives et individuelles, accessibles à tous parce qu'elles sont en ligne, qui sont thématisées. Donc là, celle que je vais vous présenter, c'est vraiment sur le modèle économique. L'idée, c'est de vous apporter un regard et vous permettre de vous challenger sur votre modèle économique, votre plan de financement pour l'avenir et aussi de pouvoir vous aider à amorcer vos premières démarches commerciales. Donc, il y a vraiment toute une partie très théorique pour vous aider à construire votre business plan et ensuite une partie très pratique pour vous aider à structurer votre démarche commerciale et à vous lancer dans le grand bain. Et en fait, cette année, on a eu envie d'avoir un focus sur l'alimentation parce que c'est une thématique qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc, on a lancé un sprint modèle économique qui est dédié aux projets qui veulent s'inscrire dans l'alimentation durable. Du coup, dedans, il n'y aura que des formateurs qui sont spécialisés sur ces sujets, des ressources qui sont liées. Donc, il n'y aura pas que des produits qui veulent lancer leur marque. Il y aura aussi des personnes qui veulent lancer des lieux pour favoriser le vrac. Donc, il y a plein d'autres acteurs, des applications pour favoriser l'alimentation responsable. Donc, ce n'est pas uniquement des marques, mais c'est que sur l'alimentation. Et au maximum, privilégier le responsable et le local. L'idée, c'est que donc voilà le parcours de formation qu'on vous propose, à la fois d'avoir reposé bien les bases de vos projets, qu'est-ce que vous avez vérifié d'abord dans vos concepts, être sûr qu'on part du coup sur une solution qui a un marché, découvrir les modèles de revenus existants, pouvoir se challenger donc sur ces prix notamment, qu'est-ce qui existe sur le marché, à quel prix je pourrais proposer, construire sa structure de coût et pouvoir aussi calculer ses marges potentielles. En semaine 3, ensuite, on va partir sur une approche plus commerciale sur les objectifs commerciaux qu'on veut atteindre. Disons, combien de produits je veux avoir vendus à 9 mois, pouvoir vraiment se fixer des objectifs. Et donc, du coup, ça veut dire que je rencontre combien d'acteurs et donc, ça veut dire que je dois envoyer combien de mails parce que, comme Antoine nous l'a dit, il y a beaucoup de mails sans réponse. Donc, pouvoir vraiment avoir une démarche commerciale structurée et définir son approche et son pitch, justement mettre en valeur les spécificités de votre offre par rapport à ce qui existe. Pourquoi est-ce que c'est normal que vous soyez plus cher que Nutella, notamment.
Développer ensuite ses premières actions commerciales dans le concret et analyser vos résultats pour pouvoir améliorer votre démarche. Donc ça, c'est la partie structurante. Dedans, c'est vraiment une approche très collective. Toutes les semaines, vous avez rendez-vous le mardi midi avec d'autres entrepreneurs qui sont aussi sur des sujets alimentaires, qui avancent au fil de l'eau avec vous. Vous avez aussi un atelier de 3 heures sur le développement commercial dans le secteur de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, on a eu un aperçu, mais du coup, pour aller encore plus dans le détail de chacun de vos projets, en petit comité, puisque les sprints, c'est entre 8 et 12 projets. Et ensuite, vous avez aussi des temps de coaching individuel où vous allez être challengé par des coachs sur à la fois votre BP et votre approche commerciale. Voilà. Et du coup, pour la spécificité du secteur de l'alimentation, on a été interroger des entrepreneurs qui nous semblent assez inspirants pour produire des ressources spécialisées et spécifiques. Donc, notamment, ici, vous voyez le Drive to Nu, qui est un projet qui est financé par le fonds d'investissement Make Sense, qui favorise le vrac, donc faire ses courses en vrac. Et donc, du coup, ils nous ont partagé les différentes campagnes de crowdfunding qu'ils ont pu faire, quels sont les arguments qui ont été mis en avant, leur structure aussi de pitch, pour vous donner des exemples de pitch commercial, du coup, hyper concret dans le secteur de l'alimentation, de ce qui peut se faire. On a aussi l'exemple de Ferme en salle vivant, qui est donc une ferme en maraîchage bio. Et donc, pareil, ils nous ont partagé leur contenu et les arguments clés de leur projet. Voilà. Et ensuite, du coup, pour l'accompagnement, vous allez être accompagné par des experts sur les sujets alimentation, donc notamment Chloé qui coordonne la formation, qui elle a une approche, une vision sur le maraîchage et le bio. Anne qui a travaillé à la Nef pendant très longtemps et qui est coach en modèle économique sur tous les sujets de financement. Et Amaury de Too Good To Go, qui a longtemps été sales manager du coup chez Too Good To Go. Donc, il y a vraiment une approche des distributeurs particulière. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sur Ouais. la partie financement, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a aussi le crowdfunding, quoi. Ouais, carrément. J'ai complètement oublié, mais bon. Vous en avez fait un de crowdfunding? Non, nous on a fait une petite campagne Mimosa. Ok. Mais du coup, C'est un peu du crowdfunding, Mimosa, finalement. ouais, mais c'était pas en crowdfunding, c'était en prêt rémunéré. Ok. Parce Un autre qu'il faut sujet savoir, pour un futur webinaire. c'est ça, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous allez emprunter à la banque au début, si vous n'avez pas typiquement un prêt d'honneur, ou en tout cas France Active, Réseau Entreprendre qui vous accompagne avec un prêt d'honneur, souvent ce qu'il y a avec un preneur, c'est qu'il y a des contre-garanties qui sont donnés sur les prêts bancaires que vous allez contracter. Et si vous n'avez pas ça, ils vont vouloir vous faire un prêt, mais vous aurez une caution personnelle en tant que dirigeant qui sera sur votre tête. C'est-à-dire que si la boîte se plante, ce sera sur vos deniers personnels que la banque viendra se rembourser. Et typiquement, des gens comme Mimosa, ça permet, même si on fait du prêt rémunéré, de ne pas avoir de caution personnelle. Alors, il faut passer, comme pour de la levée, hein, il faut passer un comité, etc., etc. Mais bon, il y a des taux qui sont plus importants, mais par contre, il n'y a pas de caution personnelle qui est demandée. Trop bien. Effectivement, c'était un autre sujet. Mais Mimosa, c'est un super acteur. Et allez regarder si vous ne connaissez pas encore. Du coup, bon, vous, normalement, vous correspondez à cette slide, donc je vais la faire courte, mais du coup, le sprint, il est vraiment accessible qu'aux entrepreneurs qui sont sur l'alimentation durable et qui ont déjà quand même un positionnement qui est assez clair et qui ont validé leur concept auprès de leur cible. Voilà, donc la formation, elle démarre le 29 avril. Est-ce que certains d'entre vous sont intéressés pour information? C'est une formation qui est finançable avec votre CPF, donc compte professionnel de formation, ou via Pôle emploi. Du coup, avec l'AIF, qui est une aide au financement, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez sponsoriser, Pôle emploi subventionne cette formation. Ou si vous n'avez malheureusement aucune de ces deux options, il y a aussi un tarif spécifique pour les personnes qui n'ont pas d'aide aujourd'hui. Pour comprendre, Adrienne, là, la formation que tu as présentée, c'est la même en coopération avec le Synabio? C'est pareil? Alors, celle du Synabio, exactement, c'est la même formation, sauf que celle en coopération avec le Synabio, donc qui est un acteur du bio, et donc le Synabio paie la formation pour ses jeunes pousses. D'accord. Et du coup, on fait une promo uniquement pour les entrepreneurs du Synabio, et du coup, là, on propose de l'ouvrir à d'autres entrepreneurs. Ok. Et c'est la même formation, exactement. Ok, ça marche.
Est-ce qu'on a une cuisine labo alimentaire chez Make Sense? Non, on n'a pas ça. Alors, la formation avec le CPF, elle est à 1 500 € via le CPF et il me semble que c'est 1 000 ou 1 100 € en direct. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Et est-ce que pour les gens qui font la formation, genre, il peut y avoir des passerelles, des trucs comme ça, via par exemple le fonds Make Sense, enfin, si au terme de la formation, ils se rendent compte qu'il faut faire une levée ou quelque chose, en tout cas qu'il y a une recherche de financement qui doit s'amorcer, est-ce que ça peut leur permettre aussi, tu vois, d'avoir des contacts avec les gens chez vous qui gèrent ça? Enfin, je sais pas très Bah bien. oui, carrément, on travaille tous ensemble ici. Après, la formation, elle est en ligne, mais nous, on remontera complètement les projets qui nous semblent pertinents et on fera des mises en relation. Parce Si que moi, besoin. j'avais sollicité Make Sense, mais sur le fond, mais on n'était pas assez, comment dire, grand public Ok. sur notre activité. C'est ce qui nous avait été dit. Parce qu'ils ont beaucoup de demandes, forcément. Mais Make Sense a levé un nouveau fonds d'investissement cette semaine, enfin la semaine dernière, en partenariat avec un fonds d'investissement classique, avec 10 fois plus d'argent. Du coup, c'est en dehors de Make Sense, c'est avec un fonds d'investissement qui s'appelle Serena Capital. Du coup, c'est un nouveau fonds qui s'appelle Racine Carrée. Voilà. Et c'est toujours tu sais, ouais. le ticket, c'est quoi le ticket d'entrée? Enfin, le ticket Non, moi, je de... peux pas te Je sais dire. pas. Ok. Mais c'est toujours pour financer de l'amorçage. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, on va se Parce saluer. qu'Adrienne aimerait beaucoup sortir de sa boîte noire. C'est vrai que moi, j'en ai fait 2 sprints Make Sense et j'en garde beaucoup du bien j'ai partagé vraiment, même au-delà de ces sprints, les outils et la démarche que j'ai pu mettre en place durant les sprints. Le seul point que j'aurais, c'est le timing. Avril, c'est un peu plus loin. Et donc, c'est de dire, voilà, moi, ces thématiques-là, je suis pleinement dedans aujourd'hui. Donc, je me dis l'opportunité de temporiser ou pas, voilà, c'est histoire de timing, vraiment. Ok. Toi, c'est trop tard le 29 avril, c'est ça? On me dit ça parce que toutes les négos et tout, c'est début d'année généralement. Donc, C'est ça, oui. les gens, ils aiment bien, ils font leur référencement, etc. en début d'année. Après, de toute façon, s'il faut travailler dessus, ce sera jamais perdu, quoi, j'ai envie de dire. Mais Ok, bah, merci beaucoup pour le partage, en tout cas, du fait que tu aies apprécié nos formations. Et du coup, en tout cas, si vous réfléchissez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est un sprint qui est spécifique et qui est du coup uniquement dédié aux entrepreneurs de l'alimentation. Donc, il n'est pas disponible en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire un petit message directement par mail. Pour ceux qui n'auraient pas encore mon adresse, je l'ai mis dans le chat. Et je pense qu'on peut se souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Et merci bonne soirée beaucoup, tout le Antoine. monde. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à tous. Et on lâche pas. Bonne soirée. Bonne continuation, prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.